Ce rendez-vous sacré dans le cadre de votre magazine Actu 60. Il est donné à tout Congolais l'accès, l'obligation de réfléchir, de parler haut, de réfléchir Congo et mettre son point de vue par rapport aux questions politiques, par rapport à sa vision en tant qu'élite. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir pour vous en élite une intelligence congolaise en la personne de Monsieur Edi Botela. Il est diaspora, un diaspora qui se distingue des autres aussi, je souligne. Avec lui, nous allons un peu parler de sa vision en tant qu'élite. Qu'est-ce qu'il pense pour la RDC? Qu'est-ce qu'il pense pour la jeunesse congolaise? Et puis sur d'autres questions politiques. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Monsieur Edi Botela, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Bien habillé. Oh, merci beaucoup, merci. J'ai souligné que vous êtes diaspora. J'aimerais un peu savoir quel est le rôle de la diaspora congolaise ici en RDC. Merci beaucoup madame pour la question. Effectivement, nous avons en tant que Congolais une grande diaspora. Nous sommes très nombreux. C'est vrai qu'on n'a pas encore les statistiques, mais on sait que, par exemple, aux États-Unis, on atteignait déjà le million il y a quelques années. Alors, le rôle de la diaspora, je sais, ça peut aider, la diaspora peut aider au développement du pays. Comment? J'ai quelques idées. On va s'inspirer de l'exemple, par exemple, de la Chine. L'évolution de la Chine maintenant, il y a eu beaucoup de la part de la diaspora chinoise. Comment ils ont pu faire? Ils étaient en train de, d'abord, la première chose, ils se sont formés dans les grandes universités du monde, ce que fait aussi notre diaspora maintenant. Nous avons des enfants formés dans toutes les grandes universités du monde. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste organiser cette force-là et cette énergie-là qui est la diaspora. Une des idées que je peux donner, c'est par exemple la constitution d'un fonds de garantie de la diaspora. Un fonds de garantie, c'est quoi? Un fonds de garantie, c'est un fonds qu'on peut placer dans une banque, une institution bancaire internationale, pour aider le pays à accéder aux grands financements. Par exemple, si nous supposons que, c'est une idée qui me vient en tête, c'est un projet, c'est une supposition, nous supposons que nous avons 10 millions de diaspora, de personnes diaspora qui sont actifs, qui travaillent à l'extérieur, et qu'on demande, donc on arrive à convaincre à chacun de contribuer 20 $ par mois. Ce qui n'est pas grand-chose, 20 $ par mois, c'est de l'argent qu'on utilise pour des transports, et on se dit, on fait un sacrifice de 20 $ par mois par famille pour contribuer à l'évolution de notre pays. Si on a 10 millions, ça veut dire que par mois, on pourra contribuer 20 fois 10 millions, on va dans les 100 millions de dollars par mois. Et si on va contre une année à 12 mois, pendant 10 mois, 100 millions, dans une année, on peut atteindre facilement 1 milliard de dollars. Dans 5 ans, on va aller à 5 milliards de dollars. Et avec cet argent, si c'est placé dans une banque internationale, avec 5 milliards de dollars, ça peut nous permettre d'avoir des crédits de même 50 milliards de dollars pour financer nos infrastructures et notre développement. Mais qu'est-ce qui empêche que toutes ces idées-là ne soient pas palpables, ne soient pas concrètes? On a vraiment constaté que la diaspora congolaise est plus basée dans la politique. On a connu de grands combattants à l'étranger qui ont combattu le pouvoir plus de Kabila. Effectivement, je crois qu'il faudra faire un pas. Ils ont combattu dans la diaspora, on a combattu dans la diaspora. Nous tous ici, on a été des combattants. On a combattu, c'est passé, on est allé, on a eu les élections, on a eu un nouveau pouvoir. Il y a maintenant un changement selon vous, la diaspora? Non, pas encore. On ne sent plus, il y a quelques-uns qui sont cités actuellement. On ne sent plus cet engouement de la diaspora dans le combat de la RDC. Oui, effectivement, parce que les gens se sont rendus compte qu'on s'est battu, on a eu les élections, mais les choses n'avancent pas encore. Il faut qu'on fasse un autre pas. C'est-à-dire, on a eu des élections, peut-être maintenant on aura des cycles électoraux qui vont se suivre. Et il faut qu'on fasse le pas de dire, maintenant les élections sont là, il faut qu'on aille dans l'économie. Il faut qu'on aille financer les infrastructures.
Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai qu'on est en train de contribuer pour la nourriture dans les familles, ici sur place au pays. De temps en temps, il y a des dons qui arrivent, de l'argent qui arrive, oui, des virements. Oui, c'est vrai, mais il faut que ça soit organisé. Si on organise ce fonds que j'appelle fonds de garantie, ça peut dire qu'on va faire un autre pas. Ça veut dire que la diaspora, en tant que force, va montrer qu'on n'a pas seulement été une force politique, on est maintenant une force économique. Une vraie force économique qui va dire, à partir de notre fonds de, je dirais, 10 milliards de dollars, notre pays a accédé à un crédit plus grand. On a investi, on a financé les infrastructures. Vous êtes diaspora, mais vous avez voulu venir travailler ici à Kinshasa, au Tikimboka, au Balonganzala. Mais du moins, c'est quand même les contraires. Hein. Aujourd'hui, lorsque un Kinois sort de Kinshasa, je vous dis, lui dire de rentrer, il peut même vous maudire. Vous imaginez un peu. Donc, les jeunes Kinois se sont plus focalisés sur l'immigration. Qu'en dites-vous? C'est tout cela qu'il faut changer. Il faut qu'on contribue en tant que diaspora. Donc, il y a la vie en Europe. À comprendre on sait aussi comprendre là-bas, Caillou, c'est facile. Hein? Taper Caillou, c'est facile. C'est vrai, mais maintenant, quelle est la situation qui se présente devant la diaspora? Tu vas travailler pendant une certaine année, mais arrivé à l'âge de la retraite, tu n'es plus utile à l'Europe. Il faudra que tu rentres au pays. Si tu n'as rien fait au pays, si le pays n'a pas changé, tu vas te retrouver à la même situation, même pire, parce que là, à cette époque-là, tu auras pris de l'âge et fatigué, tu ne pourras plus être utile à quelque chose. C'est pour ça que la vraie diaspora doit être engagée. Engagée politiquement, c'est déjà passé. Maintenant, pour moi, il faut qu'on s'engage sur le plan économique, pour faire bouger les choses sur le plan économique. Et voilà, vous êtes en élite. J'aimerais un peu savoir quelle est votre vision pour la RDC. C'est vrai, nous allons parler sur l'entrepreneuriat de jeunes, mais d'abord, quelle est votre vision pour la RDC? Ouais, ma vision pour la RDC, c'est un grand pays au milieu de l'Afrique qui va impulser le développement des autres pays qui sont en Afrique. C'est-à-dire, la RDC, avec sa grande superficie, son potentiel économique qui doit être transformé en vraie richesse, elle doit aider à l'évolution des autres pays. Je vois la RDC comme un pays moteur pour la région et pour toute l'Afrique. C'est ça ma vision de la RDC. Excusez-moi, vous devriez d'abord commencer. En principe, vous auriez dû vous présenter. Revenez un peu en arrière. Qui est Eddy Botela? Ouais, merci beaucoup. Donc, Eddy Botela, je suis un Congolais, né au Congo, grandi au Congo, et je suis allé à l'extérieur pour me spécialiser. Au Congo, j'ai fait mes études à l'Université des Pays des Grands Lacs à Goma. Je suis économiste de formation, économiste d'entreprise, comme on le dit. Après mes études, j'ai fait une spécialisation en diplomatie et développement aux États-Unis. Après, entre-temps, avant la spécialisation, j'ai travaillé. J'ai travaillé pour les ONG internationales. J'étais arrivé jusqu'à être représentant pays dans plusieurs pays en Afrique. Je peux citer au Rwanda, en Éthiopie, en Somalie, pour cette organisation-là. Quand je suis rentré au pays, j'ai un peu travaillé aussi dans l'organisation au pays. Mais après ça, je suis allé dans le secteur privé. Dans le secteur privé, j'étais chef d'entreprise. J'ai créé une entreprise de services ici au pays. C'est après l'entreprise que je suis allé me spécialiser aux États-Unis. J'ai fait 10 ans là-bas. Je suis rentré ici. Là, maintenant, je suis en train de travailler dans le secteur public. C'est ça un peu mon parcours. Tu peux voir que j'ai embrassé un peu l'international, la diplomatie, le développement. Je suis rentré dans le secteur privé. J'ai investi ici pendant 10 ans au pays. Donc j'ai fait tourner une société. Je connais tout ce qui se fait dans le privé. Et maintenant, je suis dans le secteur public. J'ai un peu une vision sur les 3 secteurs comme ça. Ayant les visions sur ces 3 secteurs, ma question est de savoir quelle est la vision sur l'entrepreneuriat? Ouais, je crois que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'avenir de l'économie de notre pays.
Il faut qu'on ait le plus d'entreprises possible et nous produisons le plus de richesses possible pour compter avoir un développement économique. C'est seulement par l'entrepreneuriat qu'on peut y arriver. Rien d'autre. Et comment y arriver avec la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, attraper un fonds devient difficile. Un jeune garçon ou une jeune fille qui termine ses études, il est gradué, il est licencié, à tel et tel, il me dit non. Avec le $100, je vois le vieux et dit, vieux, Sunga Petinayo. Vous lui remettez $100, il réfléchit, je crée la cabine. Il essaie un peu de monter, mais du moins, il porte en lui la vision, mais il ne sait pas comment s'épanouir. Comment vous pouvez aider ce genre de jeunes, de personnes? Oui, merci beaucoup. Encore là, je crois, on a besoin de canalisation. Il faut créer des canaux pour l'essor de la jeunesse, pour le développement de la jeunesse. Par exemple, dans le cas de l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut beaucoup de formations. J'ai, moi, une idée sur une des formations qu'on doit donner aux jeunes Congolais, c'est la formation sur la formation financière. Qu'est-ce que j'entends par formation financière? Ça veut dire il faut qu'on arrive à inculquer à nos jeunes que quand tu as de l'argent d'abord, ce n'est pas pour aller consommer. Ce n'est pas pour aller acheter du champagne, ce n'est pas pour aller acheter une belle voiture, ni même pas une maison, une villa. Il faut injecter cet argent dans la production de la richesse. C'est à partir de ça qu'on peut pouvoir marquer la différence. Par exemple, je peux dire, il y a des canaux qui existent déjà maintenant. Il y a des projets qui sont financés par plusieurs partenaires dans l'encadrement de jeunes. Il faut que les jeunes prennent cette opportunité-là pour être entendus, pour présenter leurs projets, pour bien ficeler leur plan de projet, pour qu'on puisse effectivement atteindre cet objectif de création de richesse. Alors, c'est pour cela, en général, je dis l'encadrement de la jeunesse. Pourquoi pas créer des coopératives, des associations et même des entreprises. Éviter que les gens créent ici, la culture, c'est que chacun a son entreprise. Non. Venez 20 jeunes, associez-vous, mettez votre capital ensemble, travaillez ensemble, chacun dans son domaine et produisez de la richesse. Mais c'est aussi un problème au sein du FPI pour sponsoriser les jeunes entrepreneurs. Nous constatons qu'il y a certains jeunes qui ont des idées, qui ont de peu de moyens, qui veulent être financés. Malheureusement, ce sont des fils d'eux, ce ne sont que des politiques qui sont sélectionnés. Oui, tu as raison. Il y a ce problème-là, mais déjà, le gouvernement a trouvé quelques solutions où il y a un projet de la Banque mondiale qui finance ce genre de choses. Il y a un fonds même. Ce ne sont pas de 20 mots ou encore de mascarade pour leurs fils et filles qui vont en bénéficier. Non, il faut tenter. Il faut tenter. J'ai dit, il y a une autre solution. Pourquoi ne pas se constituer en coopérative, par exemple? Vous avez une coopérative, il y en a qui vont amener, chacun amène sa richesse de son côté. Chacun amène sa richesse de son côté. Tu amènes une voiture ou une parcelle ou tout ce que tu peux avoir comme capital chez toi, tu l'amènes et on met ça en garantie pour que vous puissiez travailler bien. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il manque juste un petit encadrement. Et alors, une question. Aujourd'hui, la situation sociale et économique, pourquoi elle continue de souffrir? Il y a beaucoup de causes. Beaucoup de causes. Vous êtes un économiste. Oui. Effectivement, il y a beaucoup de causes là-dessus. Il y a une adéquation entre la richesse qui est produite par notre économie et, ça c'est une des raisons, c'est-à-dire la richesse qui est produite par notre économie et le nombre, la quantité des gens, de la population, les gens qui sont produits par les gens, il y a une adéquation entre les deux. C'est-à-dire on produit peu pour une grande consommation. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est adapter nos moyens de production au niveau de notre population. Essayer d'élargir les moyens de production, par exemple dans l'agriculture. Pourquoi? Si tu voyages sur le Congo, ici, tu vas voir beaucoup de terres qui ne sont pas exploitées. Nous devons exploiter ça. Et de manière très, très, très intensive pour produire assez pour nourrir notre population. Tant qu'on sera tributaire des importations, la vie coûtera toujours cher.
La vie va nous coûter toujours cher. Il faut qu'on fasse un effort pour produire notre propre alimentation. Produire notre propre alimentation, parce que ce n'est pas question de leadership ou question de vision ou encore manque de bonne volonté. Je crois qu'il y a... Parce que vous venez de souligner que c'est vrai, c'est connu de tous que nous avions des terres arables. Quand vous allez chez les Mayombe là-bas, il y a de production de makemba, des bananes plantains, les haricots blancs. Vous imaginez? Donc vous allez en manger abondamment. Vous allez chez moi à l'Équateur, vous allez manger une diversité de poissons. Vous imaginez un peu. Qu'est-ce qui manque? Parce que dernièrement, on nous avait berné que nous allons manger des poissons de Namibie de 2000 francs ou encore le poulet béton. Mais on n'a pas vu ça. Et pendant que nous avons le lac le plus poissonné, je ne sais pas d'Afrique ou du monde, et les poissons périssent même de la vieillesse. Ma question est celle-ci, c'est manque de la volonté politique, manque de vision ou encore manque de leadership? Bon, on ne veut pas être carré là-dessus. C'est-à-dire choisir un de... Moi, ce que je peux dire, c'est manque d'inadéquation entre les moyens mis en œuvre et la production. Vous êtes sûr, cependant, qu'il y a des millions qui se volatilisent ici, oui, des sommes faramineuses qui sont détournées au jour le jour. Oui, c'est vraiment manque de moyens. Moi, c'est-à-dire quand je parle de moyens, c'est effectivement des moyens réellement utilisés, pas les moyens détournés. Quand on parle de détournement, c'est-à-dire une déviation des moyens déjà. Oui. Une des grandes choses qui doit être faite maintenant par le pouvoir public, c'est d'abord lutter contre la corruption. La corruption et le détournement des deniers publics, c'est quelque chose, ça doit être une priorité des priorités. Après avoir lutté contre la corruption, on va renforcer maintenant les infrastructures. Vous dites qu'il y a des choses qui pourrissent dans l'intérieur du pays. Effectivement, c'est par manque d'infrastructures. On a un grand boulevard naturel qui est le fleuve Congo. Il suffit juste de le draguer, de le canaliser un peu et avoir un grand boulevard de plus de 3000 km. Et ça peut nous aider à acheminer les choses. Et cet argent-là, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Cet argent qu'on entend être détourné peut être bien utilisé à bon escient dans ce genre de projet d'infrastructure. Il faudra aussi aller même après, faire la réforme du secteur de sécurité. Comment le faire, cette réforme-là? La réforme du secteur de sécurité, c'est connu. Il y a tout le système sécuritaire du pays qui a un problème. Il y a l'armée, la police, la justice même. Tout le monde décrit ça. Il faut que ces gens, que les acteurs dans ce secteur-là se mettent ensemble et qu'ils réfléchissent à une nouvelle vision à donner à nos forces de sécurité. À l'ANER, quel est l'objectif de l'ANER? Ça sera pour arrêter les gens ou bien pour réfléchir sur comment créer un peu plus d'intelligence pour développer notre pays, donc un service d'intelligence à vrai au service de la nation. L'armée peut aussi contribuer à la construction des routes, des infrastructures. Elle peut être plus dans le développement. C'est dans ce sens-là que je pense. En parlant de service de l'intelligence, là, vous venez de stimuler quelque chose en moi, en pensant que très souvent c'est du fiasco lorsqu'il y a nomination de gouvernement. Pendant leur exercice, il y a toujours du fiasco. Soyons francs entre nous. Le mandat passé du chef de l'État lui-même, il a reconnu, il a dit que non, je ne reviendrai plus aux erreurs du passé. Je me pose la question, est-ce que ces nominations-là, qu'il y a un problème de casting ou encore ces services de renseignement ne font pas leur travail? Je fus encore enfant à l'époque du maréchal Mobutu. À chaque fois qu'il doit avoir une nomination, les services de renseignement d'intelligence partez voir les critères de tout un chacun. Mais apparemment, ça ne se fait plus. On peut rencontrer un agronome à la SNEL. On peut trouver qui c'est un médecin au ministère peut-être de la Défense. On peut trouver qui c'est un ingénieur technicien, je ne sais pas, un ingénieur technicien au ministère de Santé. Oui, effectivement, c'est tout ça que j'appelle réforme. Réforme, donner des missions bien précises à ces services-là. Il y en a beaucoup, il y en a nombreux. C'est pas seulement là, il y en a beaucoup qui peuvent intervenir pour donner une nouvelle... On ne les appelle pas par hasard service d'intelligence. Donner une nouvelle intelligence au pays, aux institutions. Donner l'information nécessaire pour que les bonnes décisions soient prises.
C'est effectivement ça, c'est l'objectif qu'on doit donner à ces instruments, tous les secteurs de la sécurité, effectivement. Et comment arriver à booster notre économie qui souffre depuis un temps? L'économie souffre depuis un temps parce qu'on n'investit pas. Il faudra prendre le peu d'argent qui viennent des contributions des gens dans les impôts et de l'argent qui vient du secteur minier et les canaliser dans les secteurs qui sont des secteurs qui peuvent être porteurs pour notre pays. J'ai pensé par exemple au secteur des services. Les services, c'est-à-dire les hôtels, le tourisme, ainsi de suite. Ce sont des secteurs qui sont encore vierges dans notre pays. Nous devons canaliser dans ce côté-là. Il y a par exemple un autre secteur qui vient porteur, c'est le secteur de l'enseignement par exemple, l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de pays qui maintenant investissent dans leurs universités pour attirer le plus d'étudiants possible qui viennent d'autres pays. Et quand ces étudiants viennent, ils viennent comme des touristes parce qu'on paye les frais académiques, on paye leur alimentation, on paye leur logement. Tout ça, ce sont des entrées qui entrent dans le pays. Hein? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce pays pour faire booster les choses. Donc, canalisation, une bonne canalisation des ressources du pays va créer un saut, un développement. Ça va créer un plus dans l'économie. Et alors, toujours par rapport à cette question de l'économie, c'est vrai, j'aimerais toujours que nous puissions rester un peu par rapport à ce secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Comment vous trouvez? Comment faire par rapport à ce secteur? Ce secteur-là, je pense que c'est un secteur où j'ai quand même assez de connaissances là-dessus. L'agriculture et l'élevage dans notre pays, en ce moment, souffrent de la méthodologie qu'on utilise. Ça veut dire, pour le moment, l'agriculture et l'élevage dans notre pays est faite pour le plaisir de le faire. Ça veut dire que c'est une agriculture de subsistance. On va faire l'agriculture juste pour manger. Et comme il n'y a pas de voie de sortie, les gens se plaisent à ça. Il faudra organiser l'agriculture. Effectivement, je rentre encore dans mon domaine. Que ce soit une agriculture et un élevage, qu'est-ce que je peux dire en anglais? Economically oriented. Donc, orienté vers l'économie. Une agriculture qui est productive. Tu vas s'aimer, tu vas élever parce que tu sais que à partir de mon élevage, de mon agriculture, je peux produire de la richesse. Et non, tu vois, il y a des gens ça existe même maintenant, il y a des gens qui ont des dizaines de milliers de têtes de bovins pour rien. Ils les gardent par plaisir pour connaître que j'ai assez de... Non, il faudra former l'agriculteur et l'éleveur pour dire que tu vas en agriculture, tu fais ton agriculture, tu gagnes combien par mois? Tu gagnes combien après l'année? Tout ça, c'est le travail du ministère de l'Agriculture et ça doit être fait comme ça. Mais nous constatons, c'est comme si c'est un ministère qui est abandonné à son triste sort, n'est pas vraiment trop considéré, ce ministère-là. Je ne sais pas ce que je peux dire là-dessus, mais vu les moyens dans le passé, dans ce que j'observe, les moyens, des agronomes aussi, les moyens dont dispose le ministère de l'Agriculture, ou a disposé le ministère de l'Agriculture dans le passé, ils ont tous les moyens possibles pour bien travailler. Mais je crois peut-être qu'est-ce qui empêche? Un problème de volonté, ou en tout cas, c'est un problème de volonté de ce côté-là. Ils ont assez de moyens. Dans le budget passé, si on observe, on a eu beaucoup d'argent qui a été investi. Et là encore, je peux vous donner un exemple. J'ai un projet, il y a un projet dans la tête. Je peux l'intituler projet de 100 hectares par député. Chaque député en a 500. Si chaque député s'engage à dire que moi je vais faire 100 hectares de champs dans mon village, dans ma circonscription, 100 hectares, on aura atteint 500 hectares en un temps record. Et on sait, il y a une évaluation qui a été faite que pour utiliser 100 hectares et être productif, il vous faudra seulement 10 000 $. 10 000 $ par député par an, ce n'est pas beaucoup d'argent.
On peut monter un projet, dire que chaque député s'engage et dit non, sur base de ma rémunération, je vais faire sortir 10 000 $, ou 12, c'est autour de 12 000 $, faire sortir les 12 000 $, et les 12 000 $, une banque s'engage pour les avancer dans le projet d'agriculture et faire des champs pour chaque député dans son village. Et vous imaginez combien on va produire. Le comble est que la plupart des gens ou de politiques n'ont pas cette notion-là de l'agriculture. C'est ça aussi le problème. Bilangue comme le kola musala moko ya zoba ya bato passi. Être dans le bureau, être dans le bureaucrate, donc on sent la bourgeoisie. Ouais, un peu oui, mais ça c'est pour Kinshasa peut-être. La plupart des députés, c'est des députés de l'intérieur. Ils savent bien qu'ils ont grandi ou ils ont vu l'agriculture, comment l'agriculture a aidé les familles à vivre. Moi, j'ai étudié à l'UNIKIN. La plupart des étudiants survivaient grâce à l'agriculture. Ouais, donc on ne peut plus démontrer aux gens ça. C'est juste question peut-être de volonté. Je te dis, écoutez, comment bien investir? Encore une fois, ce que je disais, une bonne répartition des ressources. Pas seulement de se dire que non, bon, on doit voyager, on doit aller en Europe, on doit aller en vacances, et ainsi de suite. Mais si on peut aussi prendre une bonne partie, une petite partie, infime partie, parce que si tu dis, tu parles de 12 000 $ par an, ça te fait 1 000 $ par mois, je ne pense pas que les députés peuvent manquer, quel que soit leur salaire. Ouais. Parlons un peu sur cette question sécuritaire de l'Est. S'il n'y a pas la sécurité, même les investisseurs ne viendront pas. Hein. Quel est votre point de vue par rapport à la situation de l'Est du pays? Ouais, je crois que la situation de l'Est du pays, c'est une situation assez compliquée qui demande une solution multidimensionnelle. Il faudra réfléchir à des solutions conjoncturelles qui vont avec la situation donnée et des solutions structurelles. Si je peux citer un peu, je peux donner quelques exemples. Par exemple, dans le domaine diplomatique, à l'Est, il faut une bonne solution diplomatique. Pour moi, ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Pour qu'il y ait paix à l'Est, il faudra, d'une manière ou d'une autre, que le pouvoir du Rwanda stoppe. Qu'il n'y ait plus de Kagame au Rwanda, et je suis sûr que la paix va rentrer à l'Est. Sur le plan politique, il y a beaucoup de choses à faire. On peut penser, par exemple, il faut trouver un moyen pour faire vivre les communautés. Il y a une vraie situation, un vrai problème de minorité à l'Est, ou partout au Congo. Peut-être qu'à l'Est, ça se présente avec beaucoup d'acuité parce qu'il y a des tireurs de ficelles derrière tout ça. Il faudra qu'on ait une conférence pour voir comment on fait participer les minorités à la chose publique, par exemple. Ce n'est pas dire que tout le monde ou toute minorité doit être ministre. Non. Quelques fonctions, quelques tâches au niveau provincial, au niveau national, au niveau local, et ainsi taire cette histoire-là des minorités, comme ça que tout le monde se retrouve, qui est la paix. Il y a aussi des situations économiques, comme j'ai dit, la population de l'Est, c'est une population très entreprenante. C'est une population qui se débrouille, mais ils le font par leurs propres moyens, à leurs propres initiatives. S'ils peuvent sentir un peu un encadrement de la puissance publique, je crois que ça peut encore donner. Par exemple, on peut intervenir, créer des coopératives dans la production, l'encadrement des filières. Filière lait, par exemple. Il y a du lait à l'Est, on produit des laits. Voir comment on peut encadrer cette production de lait, que ça soit plus rentable et que ces bouviers, ces gens qui produisent des laits se retrouvent quelque part avec un revenu. Je ne crois pas qu'ils penseront prendre des armes. Il y a beaucoup de choses, on peut penser, on peut réfléchir à beaucoup de choses. Pourquoi ne pas exploiter le tourisme de l'Est? Il y a des parcs nationaux à l'Est. Créer une économie autour des parcs. Les guides, les chauffeurs, les sociétés de transport, les producteurs autour du parc. Ça, c'est des idées qui ne coûtent pas cher, mais qui sont des choses qui peuvent être faisables. C'est faisable. N'est-ce pas, c'est ça, madame? Alors, quel est votre point de vue par rapport à la gestion politique, la politique de notre pays, de la RDC?
Comment vous trouvez la vie politique? Ouais. Je crois il y a beaucoup de choses à faire dans la vie publique, politique publique du Congo, de la RDC pour le moment. Moi, je pense, quand je réfléchis, je me dis, la première chose qu'on doit faire, je crois pour moi que la priorité des priorités, c'est la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. On a dit qu'on veut recadrer, on veut réutiliser les ressources du pays. Beaucoup de ressources sont dispersées dans les détournements et dans la corruption. En parlant, attendez, laissez-moi vous relancer. Ouais. En parlant de la lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics, je voudrais vous poser une question. Quelle différence faites-vous entre le détournement qui se faisait à l'époque de Kabila et en ce moment? Pour moi, je n'ai pas de différence à faire. Tout détournement, c'est un détournement, c'est un détournement. Vous ne voyez pas qu'actuellement, le détournement s'est fait en compétition? Je ne sais pas. Il faut connaître des statistiques. Il faut connaître des statistiques. Oui, les gens disent ça, mais il faut connaître des statistiques par rapport à l'époque passée. Mais ce qu'on peut dire en tant que Congolais maintenant, on doit... À l'époque de Kabila, le montant le plus gros que nous avions entendu, c'était 32 millions de la SNEL qui étaient détournés. Mais aujourd'hui, c'est les 300 millions. C'est vrai que c'est scandaleux. Nous devons mettre fin à cet état de choses. Si nous voulons exister encore en tant que pays, je crois que la première chose que nous devons faire, c'est lutter contre la corruption. Sans ça, aucune politique publique ne va réussir. Comment lutter contre la corruption? C'est, comme j'ai dit avant, travailler sur le secteur de la justice. On va réformer la justice. Telle qu'elle fonctionne maintenant, la justice, on ne peut rien attendre de ça. On doit travailler sur la justice, rendre le magistrat un peu plus responsable. La corruption existe partout, mais dans notre pays, ça a pris des allures trop élevées et nous devons combattre ça. Et en tant que pays, nous devons nous lever. Comme on se lève, par exemple, contre la guerre à l'Est, nous devons tous nous lever contre la corruption et le détournement des deniers publics. C'est-à-dire, si on arrive à se dire que tout celui qui a détourné ne peut même plus se promener dans la ville de Kinshasa, je crois que les gens vont tirer des leçons. Parce que les gens vont huer sur lui, parce que les gens vont se moquer de lui, parce que les gens vont se moquer de ses enfants. Et alors, donc prendre cette lutte, effectivement, de manière pacifique, mais la mettre en priorité des priorités. Et la rendre publique. Il y a ça, la corruption, mais la deuxième chose, c'est ce qu'on vient encore de dire, investir plus dans les infrastructures. Les routes, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures de tout genre. Mais investir plus, ce qu'on fait, c'est bien déjà, mais ce n'est pas assez. Nous devons investir encore plus dans ce domaine-là. Est-ce que nous avons des hommes qu'il faut à la place qu'il faut? Ouais, on a des hommes, mais je ne sais pas si les hommes qu'on a sont à la place. Répondez à ma question, vous êtes un intellectuel, ouais. vous constatez, est-ce que nous avons des hommes qu'il faut à la place qu'il faut? Ouais, il y a des domaines où il n'y a pas des hommes à leur place. Comme lequel? Oui, ça, il faut faire une étude peut-être là-dessus. Mais ça, c'est très sûr. Si on a des problèmes dans le pays et que les choses ne marchent pas, ça veut dire qu'il y a un couac au niveau du casting des hommes qui sont dans des postes de planification, de commandement, et ainsi de suite. Vous étiez candidat aux élections passées. Ouais. C'est vrai, ça n'avait pas marché. Comment vous avez trouvé les élections passées? Bon, pour moi, c'était une expérience. Quel jugement rendez-vous? Je ne sais pas si je suis autorisé ou bien je peux donner un jugement, mais je peux dire que c'est une expérience. J'ai appris comment les élections se passent au Congo. Ça a ses réalités. Vraiment, il y a de ces réalités à tous les niveaux, hein. Au niveau des électeurs, au niveau de nous, les candidats, au niveau de la CENI, qui est l'arbitre, et au niveau général, en fait, c'est une expérience où chacun joue son rôle et pas nécessairement un rôle trop moralement correct. C'est ce que j'ai appris un peu comme leçon là-dessus. Mais je prends ça comme leçon acquise pour que prochainement, j'améliore un peu aussi ma façon de faire les choses. Les élections, c'est la première fois qu'on puisse voir des élections sont passées pendant une semaine.
Est-ce que les résultats donnés sont vraiment fiables? Ouais, moi j'ai participé. C'est vrai, c'est tout ce que j'ai dit, chacun a sa responsabilité dans l'accomplissement, dans les résultats. Apparemment, vous avez beaucoup de réserves là-dessus, hein? Non, j'ai pas de réserve, ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Mon point de vue, c'est de dire que chacun doit jouer son rôle et bien le jouer dans les élections. Est-ce que Kadima mérite cette place-là? Les élections... Vu les difficultés qui sont passées. Bon, à un moment, je me pose toujours la question. Je n'aime pas parler des individus, mais je me dis, si c'était quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Ce n'était pas une élection faite sous pression parce que on voulait seulement être là, on voulait seulement garder sa place. Et on a dit, bon, tout ça, quelques élections, sinon le monde va tomber sur nous. Je ne suis pas dans la tête des gens qui ont... Les machines à voter ont été distribuées, vous avez vu tous les images. Ouais, les gens ont été arrêtés là-dessus, mais je ne sais pas la suite qui a été donnée. Mais je ne suis pas à la place des gens qui ont planifié les élections. Mais ce que je dis, toute élection, même là où on vient de participer à l'élection de la France, en France, toute élection a un objectif. Quand le président Macron a appelé à ces élections-là, il avait un objectif. Il voulait contrer l'extrême droite. Alors, chez nous aussi, les élections ont un objectif. Les gens qui ont convoqué les élections avaient une vision là-dessus. Ça, il ne faut pas oublier ça. Est-ce que les élections apportent-elles le développement dans un pays? Je peux dire, à mon point de vue, pas une élection. Je parle du cycle électoral. Si on a plusieurs cycles électoraux dans un pays, ça peut apporter quand même une avancée, si pas le développement. Parce que si on pense à l'élection, maintenant on est au deuxième cycle chez nous. Pensons encore organiser un troisième cycle avec des erreurs peut-être. Et pensons organiser, améliorer un quatrième, ainsi de suite. À un moment, on va se rencontrer effectivement que tout celui qui participe aux élections pense que c'est une sanction. Et quand il doit travailler, il doit bien travailler. S'il y a des cas de tricherie, on combat ça dans le prochain cycle, ainsi de suite, et on va améliorer notre cycle électoral. Il ne faut pas qu'on soit fatigué, qu'on se décourage là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'avenir. Vous étiez candidat à la Tchopo? Oui, j'étais candidat à Kisangani. Kisangani. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez pour cette population, pour votre circonscription? Ouais. La Tchopo, la Tchopo, Kisangani et la grande province orientale, je pense que c'est une province qui a été abandonnée pendant longtemps. Pendant très longtemps, la Tchopo avait servi de marche-pied à plusieurs pouvoirs qui sont passés ici. Parce que quand tu entends bien, quand on remonte dans le passé, à l'époque de Lumumba, quand il y a eu... Les politiciens ne se sont pas entendus à Kinshasa, ils ont replié dans la Tchopo. Après ça, à l'époque de Mobutu, l'épine dorsale même du pouvoir de Mobutu, c'était les gens de la Tchopo. À l'époque de Kabila, la Tchopo a voté Kabila massivement. On avait toujours le plus grand score électoral de Kabila. C'était dans la Tchopo. Et même ce pouvoir aussi, c'est la même chose. La Tchopo a beaucoup voté. Mais si on regarde dans le passé, la Tchopo n'a jamais bénéficié. Jusqu'à maintenant, Kisangani est enclavé. On ne sait pas atteindre Kisangani facilement, que ce soit par le fleuve, ça prend trop de temps. Par la route, la route n'est pas bonne, n'est pas faite. Bon, nous pensons qu'avec ce pouvoir ici, nous avons encore de l'espoir. Je vois dans le gouvernement, il y a beaucoup de gens de la Tchopo. Beaucoup de mes frères de la Tchopo sont dans le gouvernement. Il faut qu'on travaille ensemble pour que nous puissions bénéficier le plus possible de leur présence dans le gouvernement pour que la Tchopo se retrouve. Qu'est-ce qui bloque le développement de la Tchopo? Ouais, je dis, la première chose, c'est l'enclavement de Tchopo. Et il y a un travail de nous, élites de la Tchopo, que nous devons faire. Nous ne devons pas dire seulement qu'on a enclavé, on reste comme ça. Non, on doit trouver des solutions. Je peux vous dire que pour le moment, la Tchopo, c'est une des provinces où on vit la malnutrition. Ah malgré la forêt, la grande forêt équatoriale qu'on a, le fleuve qui passe par nous, mais il y a des gens, les enfants qui meurent de la malnutrition dans la Tchopo. C'est grave.
Il y a des problèmes d'accès aux soins médicaux dans la Tchopo, dans les villages, à l'intérieur, là, c'est terrible. Alors, nous, en tant qu'élite, surtout qui sont aux affaires maintenant, ceux qui sont aux affaires, doivent faire de sorte que le plaidoyer de la Tchopo atteigne le niveau national, le plus haut niveau, pourquoi pas même le niveau africain. Est-ce que les démembrements ont servi quelque chose? Ouais, je crois que dans le cas de la Tchopo, ça a servi à quelque chose, mais ça vient trop lentement. Ça a servi à quoi? Parce que si tu observes, toute la Tchopo avant, la Grande Orientale, il y avait l'Ituri, le Haut-Touélé, le Bas-Ouélé, la Tchopo. Maintenant, quand on a détaché l'Ituri, on sent que l'Ituri est en train de monter, il est en train de décoller. C'est déjà une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'en Ituri, ils ont quand même eu des bons gouverneurs qui avaient des visions. Oh non, pas nécessairement. En Ituri, ils ont accès à la frontière. Donc, ils ne sont pas aussi enclavés que Kisangani, et que Bouta, que même Iziro. Ils ont quand même accès à plusieurs frontières. À partir de là, de l'Ouganda, si tu observes bien, la route est bien faite de l'Ouganda jusqu'à la frontière du Congo, elle s'abîme. Mais au moins, donc la marchandise peut venir à bon prix jusqu'à la frontière. Et après, les gens se débrouillent pour faire atteindre Sabounia. C'est ça l'avantage un peu, l'avantage que l'Ituri a. Mais on souffre des mêmes problèmes, les infrastructures. Les infrastructures. Et aussi, bon, l'action de l'homme, le leadership aussi. On doit travailler sur ça. C'est qui l'actuel gouverneur aujourd'hui là-bas? D'où, de quelle province? De la Tchopo. De la Tchopo. On vient de lire, le nom m'échappe de notre nouveau gouverneur. Oui, mais c'est un qui était candidat aussi. Il était vice-gouverneur de madame qui était gouverneur avant. A-t-il qualité? Il sera en mesure de rebâtir cette grande province? Je crois qu'il a de la volonté et il s'est fait entourer de bonnes personnes. C'est possible. C'est possible. Ça demande pas, c'est pas des grands miracles à faire. Il faut juste... maintenant, il y a un projet de construction de la route Kisangani-Beni. Si c'est réalisé, on doit appuyer cette construction-là. Il y a quelques projets qui sont en train d'être faits là. Alors, le projet des 145 territoires, c'est arrivé déjà là-bas? Où en sommes-nous? Oui, j'ai suivi. Ça a touché quelques zones quand même. 145 territoires, ça a touché quelques zones, mais il faut encore beaucoup de choses à faire. Comme par exemple dans mon village d'origine, pour le moment, on attend ce projet-là. À Isangi, on attend le projet. Il y a encore des choses à faire là, beaucoup de choses à faire dans les écoles, construction d'écoles, des centres de santé, ainsi de suite. On attend ça, mais j'ai eu une bonne nouvelle que le gouvernement compte relancer ce projet-là. C'est un projet très salutaire pour nous là-bas. Est-ce que vous avez déjà tissé des relations avec l'actuel gouverneur ou qu'en pensez-vous? Pas encore. Pour apporter aussi vos idées. Je suis en train de préparer une descente d'ici la fin de l'année. Je serai à Kisangani et je ne manquerai pas d'aller lui donner mes propositions pour voir comment on peut, avec les maigres moyens qu'on a, essayer de faire quelque chose pour la province. Est-ce que... Il y a d'abord l'unité pour la Tchopo. Dans la Tchopo, il y a l'unité. Ça, c'est une grande question, c'est une bonne question, oui, effectivement. L'unité, on appelle toujours à l'unité de la Tchopo. Tant qu'on ne sera pas unis dans la Tchopo, on ne pourra pas avancer. Même la Bible le dit, un peuple divisé ne peut pas évoluer. Nous appelons donc toute la population de la Tchopo à être unie. Nous devons être unis ou bien on disparaîtra. Le niveau de la misère maintenant dans la Tchopo doit nous interpeller tous à une unité, à une conjonction des efforts. Tous ceux qui se trouvent ici, à Kinshasa, maintenant il y a des initiatives, effectivement. Je suis dans plusieurs initiatives des enfants de la Tchopo pour essayer de trouver comment... Il y en a qui font des projets, on fait des projets de développement pour aider maintenant, pour faire le plaidoyer. On a fait le plaidoyer dernièrement pour les déplacés d'Ubundu. Il faut que... C'est les seuls déplacés que j'ai vus qui ne sont pas aidés par qui que ce soit.
Donc là, quand on va ailleurs, on va les déplacer, sont aidés. Il y a toutes les organisations internationales, les mêmes nationales qui viennent en aide. Mais nous déplacés de Bundu, je crois que les organismes internationaux doivent faire un effort pour nous aider aussi de ce côté-là. Comment vous avez trouvé la jeunesse de la Tchopo quand vous êtes allé pendant votre campagne électorale? Ouais, une jeunesse très, très, très motivée. On trouve les gens les plus forts. Parmi les gens les plus forts du Congo, on les trouve à la Tchopo. À l'époque du président Mobutu, c'était là qu'il puisait la plupart des militaires, de la force de nos militaires, c'était de la Tchopo. Donc c'est une population qui est vraiment entreprenante, mais qui demande, encore une fois, un encadrement. Il ne faudra pas seulement qu'on se limite à l'université qui est là. Non, il faudra faire de sorte que la population qui est là, la jeunesse, puisse faire des projets pour se retrouver. Il y a la forêt de Yangambi, il y a la station de Yangambi qui est là, qui mesure le niveau de carbone au niveau de l'Afrique et sur tout le continent. Il faudra que la population se retrouve. Il faudra que les jeunes sachent pourquoi c'est là-bas. Il faudra que les jeunes sachent comment préserver la nature, comment gagner du carbone qui est produit par la forêt de Kisangani. C'est là que les jeunes peuvent se retrouver un peu. Donc tout ça, c'est des projets. Donc les projets, il y a beaucoup de projets. La tâche est très immense. Il faut qu'on s'y mette déjà. Ils sont aussi doués dans la politique, qui s'intéressent aussi à la politique, les jeunes de là? Oui, les jeunes s'intéressent à la politique. J'ai vu les gens trop engagés, mais le grand problème avec la démocratie, la politique maintenant, c'est la misère. Tu ne peux pas faire une bonne politique, une bonne démocratie dans la misère. La démocratie, je crois que c'est aussi un système c'est pas des nantis, mais des gens qui ont un peu trouvé des solutions à quelques problèmes. Parce que là, tu n'as rien, tu t'offres au plus offrant. Celui qui vient et t'offre le plus, tu dois te donner à lui. Alors que ça ne devait pas être le cas. Une fois élu député national ou peut-être provincial, soit gouverneur, quel sera votre cheval de bataille pour la Tchopo? C'est le désenclavement de la province. C'est me battre, je veux me battre, il faut en tout cas donner le plus de ressources possibles pour faire la route, ou les routes désengorger Tchopo. Vous imaginez, si on dit que le Congo tel qu'il est là, que le fleuve Congo, c'est notre grand boulevard, que toute la production de l'Est est acheminée à Kinshasa par Kisangani, ça veut dire on crée le transport, on crée la manutention, on crée des commerçants, parce que les commerçants de la Tchopo vont commencer à faire le commerce, et on crée, toute l'économie va marcher. Donc, la première chose que doit faire le gouvernement actuel de la Tchopo, c'est désengorger la ville de Tchopo. Faire la route qui relie Kisangani à Beni et Kisangani à Bunia. Et les branchements vers les ports de Mombasa ou Dar es Salaam, ainsi de suite. Si on arrive à faire ça, je vous dis que Kisangani va décoller très rapidement. Et en même temps, le Congo, parce que Kisangani est au cœur du Congo, est au milieu du Congo. Dès qu'il y a décollage de la Tchopo, le Congo va en bénéficier grandement. Quel est votre défi majeur? Défi personnel, je vais parler d'un défi personnel. Oui, oui. Le défi personnel que j'ai, c'est... Vous voyez, quand on a fini, il y a 20 ans, quand j'ai fini l'université, on avait un grand rêve pour ce pays. Lequel? D'avoir un pays, de contribuer à avoir un pays comme tous les autres pays, où le Congolais est respecté, où le Congolais sait manipuler la banque, les chèques, et le transport. C'était ça, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était encore, je me souviens bien, c'était à l'époque de Mobutu. À l'époque de Mobutu, le rêve de tout Congolais, c'était quoi? La liberté, que le Congolais pouvait aussi voter, que le Congolais pouvait aussi contribuer à l'évolution de son pays. Alors le grand défi maintenant, mon défi personnel, c'est que je vois, on n'a pas trop avancé.
Et mon défi maintenant pour les jours qui me restent dans la vie, c'est de dire quelle peut être ma contribution, ma modeste contribution pour faire changer les choses. Ma modeste contribution pour que ce rêve-là qu'on a eu de dire que est-ce qu'on peut atteindre un Congo où il fait beau vivre, un Congo où la voix de chacun est écoutée, un Congo où tu peux te promener à 22h, 23h à minuit sans problème de sécurité. Tout ça, comment on peut contribuer maintenant à ce rêve-là, vu les expériences qu'on a accumulées partout. C'est un peu mon grand défi maintenant. Et quelles sont les perspectives d'avenir? Bon, vu dans l'optique de mes défis, Oui. les perspectives d'avenir, c'est dire que on est en train de réfléchir avec un groupe des intellectuels congolais pour essayer de canaliser notre contribution, effectivement. Maintenant, c'est vrai qu'on a maintenant, on peut se dire, on a une base. Une base, ça veut dire quoi? On est presque sûr que chaque 5 ans, il y aura élection et on peut compter renouveler un certain nombre de gens dans la classe politique. Et comment on peut participer, nous, à notre niveau, pas nécessairement en devenant ministre ou quoi que ce soit, non. Peut-être en impulsant des associations, en impulsant des coopératives, gauche-droite, comment on peut contribuer pour dire que on a donné une contribution à nous dans ce pays. Et voilà, vous allez devoir regarder la caméra, adressez-vous au public votre mot de la fin. Le public, je veux plus m'adresser à notre population de la Tchopo. Je veux que les gens ne se découragent pas. Nous avons une population très dynamique. Il y a beaucoup d'intellectuels dans notre province. Il nous faut juste canaliser nos intelligences et notre dynamisme pour le développement de notre province. Il faut qu'on taise cette histoire de dire on doit être séparés, on ne s'entend pas, ainsi de suite. Il faudra qu'on fasse tout pour parler un même langage. En ce moment, je pense que c'est le bon moment pour faire évoluer la Tchopo. On a beaucoup de gens qui sont dans les institutions maintenant, qui sont bien placés dans les institutions, et que ces gens-là impulsent les forces, toutes les forces de la province pour un développement harmonieux et pour l'intérêt de notre province et de notre pays. Je vous remercie. Et voilà, Eddy Botela, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ça ne sera pas la première fois. C'est moi qui vous remercie. Et surtout que nous vous encourageons de continuer la lutte. C'est vrai, l'échec n'est pas un dernier mot de Dieu. Nous, les chrétiens, nous le disons ainsi. Ouais. C'est reculer pour mieux sauter. Okay. Beaucoup de courage et bonne chance. La Tchopo a besoin de vous. Ouais, merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cet entretien Actu 60. Nous avons reçu Eddy Botela, l'une des diasporas congolaises, une intelligence de notre pays. Avec lui, on a essayé un peu de discuter sur sa vision en tant qu'élite, sa vision pour la RDC, pour sa province et sur d'autres questions d'actualité. Restez branchés sur nos programmes. La rediffusion, c'est à 23h. Cette émission sera encore diffusée le lundi à 16h juste, ainsi qu'à 23h30. Merci à Roni Manzila, merci à Desanges. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.